Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous explique la notion de transposition didactique en m'appuyant notamment sur les travaux de Marcenac, créés en 1991. La transposition didactique est-elle plutôt source de progrès ou d'obstacles? Marcenac relève 3 obstacles qui viennent justement freiner le progrès de nos élèves et leur apprentissage. On se retrouve notamment sur le diaporama de manière à mieux percevoir cette notion et comprendre ces 3 types d'obstacles. A tout de suite sur le diaporama. La recherche en didactique étudie le fonctionnement du système didactique défini comme la relation à 3 voies indissociables reliant l'enseignant, l'élève et un savoir à enseigner et à apprendre. Le concept de transposition didactique met en évidence la chaîne inévitable de transformation, d'élaboration et de construction de compétences, des connaissances du système éducatif et du système scolaire, et enfin des connaissances réellement acquises par les élèves, notamment au sein des pratiques sociales de référence. En effet, la présentation de la connaissance du contenu isole toujours certains éléments qui donnent un sens, une motivation et une utilisation. C'est pourquoi Brousseau, en 1997, considère que la transposition didactique est inévitable. Quelle relation l'élève a-t-il avec la connaissance? Comprendre les significations locales que les individus construisent à partir de l'expérience est au centre de l'apprentissage de l'élève, notamment dans cette tradition didactique. David et Boutier, en 1989, ont attiré l'attention sur les liens entre les représentations sociales initiales des activités physiques et le processus d'apprentissage moteur. Les résultats suggèrent que les représentations initiales du jeu, c'est-à-dire tactique vs technique, émotionnel vs social, énergique vs violent, etc., ont un impact sur les stratégies, les actions et les performances des élèves pendant le processus d'apprentissage. Les auteurs ont alors mis l'accent sur la nécessité de collecter les représentations initiales des élèves, notamment dans les activités physiques. Les premières études ont clairement démontré que les représentations des élèves diffèrent d'un groupe à un autre, c'est-à-dire des débutants aux expérimentés, des élèves peu qualifiés aux élèves hautement qualifiés, des garçons aux filles, etc. D'autre part, Marcenac et ses collaborateurs, en 1991, ont analysé en profondeur 90 incidents didactiques critiques. Les CDI, c'est-à-dire les incidents critiques didactiques, ont été collectés à partir de l'observation de cours dispensés par 55 enseignants. Les données ont fourni une description riche et détaillée des obstacles qui limitent l'apprentissage des élèves pendant les cours d'éducation physique. Marcenac a identifié 3 types d'obstacles qui interfèrent avec l'ensemble du processus d'enseignement et d'apprentissage. Petit 1, les obstacles ontogénétiques. Petit 2, les obstacles épistémologiques et techniques. Et petit 3, les obstacles didactiques. Commençons par les obstacles ontogénétiques. Ils se rapportent à une limitation de l'apprentissage moteur due à la maturation des élèves. Par exemple, le déficit de capacité motrice chez les jeunes enfants. Ce qui a été souligné, c'est le besoin de plus de connaissances scientifiques, notamment en sciences du sport, pour permettre aux chercheurs de creuser cette question. Néanmoins, on peut toujours s'appuyer sur les travaux de Vallon et de Piaget pour avoir davantage d'informations sur cette thématique. On vous fera là aussi une vidéo plus détaillée. D'autre part, vous pouvez vous appuyer sur vos cours en STAPS afin d'appréhender cette problématique enseignante, même si ce n'est pas toujours suffisant. Par exemple, des contenus d'apprentissage différents entre des élèves de 6e et des élèves de 3e au niveau de l'autonomie, avec une évolution de son degré au cours du parcours d'apprentissage, une augmentation progressive de la prise d'information chez de jeunes élèves, qui sont, on le sait, rapidement noyés dans la détection et la sélection de ces informations. Petit 2, les obstacles épistémologiques et techniques dans l'éducation physique. Ces obstacles appartiennent au processus d'apprentissage lui-même. Ils ne peuvent pas être évités. L'apprentissage en éducation physique implique une restructuration du comportement moteur afin d'accroître l'adaptation. Par exemple, un obstacle épistémologique et technique dans l'apprentissage de la natation chez un débutant est d'accepter la restructuration de son modèle de locomotion, motrice et perceptuelle, dans un environnement émotionnel, à savoir transformer son habitude de posture verticale, comme la marche, à une posture horizontale du corps pour se déplacer dans l'eau. Il faut souligner que dans de nombreuses activités physiques et sportives, les obstacles épistémologiques et techniques se retrouvent dans l'évolution hystérique des techniques sportives. La construction sociale et historique des compétences des techniques sportives pourrait permettre aux enseignants de sélectionner ou non des connaissances sur le contenu à enseigner. Tout n'est pas toujours à prendre en considération dans la technique du haut niveau. Les élèves ne sont pas des experts. On en revient d'ailleurs précisément dans le petit 3. Petit 3, les obstacles didactiques. Ils renvoient aux difficultés qui apparaissent au cours du processus d'apprentissage par rapport à la mise en œuvre de contenus spécifiques. Certains résultats d'apprentissage peuvent aider l'élève à un certain stade de son apprentissage, alors que cette adaptation pourrait constituer un obstacle au développement de compétences supplémentaires. L'existence d'obstacles didactiques illustre alors certains des effets inévitables de la transposition didactique. Il existe alors certaines preuves que la combinaison de ces 3 types d'obstacles pourrait être à l'origine de l'échec des élèves ou des élèves en difficulté en éducation physique. Par exemple, la manchette est largement enseignée comme une compétence de base pour jouer au volley-ball. Mais cette habilité est-elle pertinente pour les élèves?
À la suite des études de Marcenac, il est apparu plusieurs points. Cette compétence considérée comme manipulatrice pourrait augmenter les difficultés des élèves. Pourquoi? Parce que les professeurs l'enseignent de manière très décontextualisée, où souvent cette capacité est extraite de son sens initial et est enseignée plutôt comme un exercice, alors qu'elle devrait être enseignée plutôt comme une connaissance tactique au sein d'une situation d'affrontement. Petit 2, son enseignement est contre-productif, car cette technique sportive basique est fragmentée et renforce l'obstacle technique qui est à surmonter par les débutants. Pourquoi? Parce que construire la passe en volleyball implique que les élèves surmontent un obstacle, c'est-à-dire défendre et construire à la fois l'attaque. L'apprentissage analytique de la manchette est un contresens, car il est appris sous forme de gestes et non au service d'une intention tactique. Ce petit 2 est alors en relation aussi avec le petit 1 qu'on vient de citer. Petit 3, la manchette de volley est une technique sportive. Elle est apparue au milieu des années 50 par un joueur qui cherchait à s'adapter au service d'un joueur adverse pour défendre sur les services. Dès lors, ce rappel historique permet à Marcenac de vérifier que l'enseignement de la passe de l'avant-bras, là on parle de manchette, est également inutile dans le contexte du type de service habituellement effectué par les débutants dans un contexte scolaire. L'élaboration de ces longs exemples illustre à quel point les obstacles épistémologiques et techniques combinés à des obstacles ontogénétiques et didactiques pourraient très bien cristalliser les difficultés des élèves. Des résultats similaires ont été d'ailleurs analysés dans les différentes formes de pratique du sport. D'autre part, des études ont montré que les élèves transforment ingénieusement les principales variables du milieu didactique. Ces transformations peuvent être très minimes. La plupart du temps, l'enseignant ne fait pas attention à ces petites modifications car le niveau d'engagement des élèves dans la situation est encore élevé. Mais les conséquences de l'ensemble sont un changement dans le contenu des connaissances effectivement enseignées et apprises par les élèves qui pourrait parfois mener à la submersion de l'apprentissage. Enfin, les enseignants utilisent des phrases verbales dans leur enseignement. Cependant, dans les phases de questionnement, les enseignants ont tendance à reconnaître la partie de la réponse qu'ils veulent entendre. Les élèves sont très intelligents pour anticiper leurs demandes et rendent très souvent les indices verbaux attendus, même s'ils ne sont pas expérimentés. Cette forme de gestion de classe a été décrite comme un format de classe entièrement caractérisé par des exercices de questions-réponses sur le contenu. L'approche didactique met l'accent sur une nouvelle forme de communication en classe où les enseignants ont l'intention de mettre en place des échanges construits entre élèves, mais pilotent inconsciemment la communication aux réponses attendues. Finalement, comment utiliser ces connaissances? Personnellement, je les utiliserais plutôt en antithèse, afin de mettre en avant l'idée que la transposition didactique n'est pas toujours une fin en soi dans les activités physiques, avec pour finalité de reprendre l'exemple de la manchette en volleyball. Cependant, il est important de relier l'ensemble au sujet. Je pense que l'enjeu est de mettre en évidence que la technique extraite du haut niveau n'est pas une solution pour faire progresser nos élèves car elle est absente de sens, elle manque d'intérêt. Enfin, les connaissances à mobiliser permettraient de mettre en exergue les savoirs enseignés et la conception du travail par l'enseignant, la prise en compte aussi des ressources de chacun et le développement donc de l'apprentissage. Finalement, ces connaissances peuvent être mobilisées dans des sujets qui touchent les activités des élèves, mais aussi sur l'activité de l'enseignant de manière plus générale. Voilà, cette vidéo sur la transposition didactique et sur la didactique se clôture. J'espère qu'elle a été suffisamment claire pour vous. On se retrouve très vite sur concoursEPS.fr et en attendant, nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. À bientôt.